Laurent, Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour, amis téléspectateurs internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Le bleu ce matin. Oui. On démarre par le quotidien Le Révélateur du jour. Le quotidien Le Révélateur du jour nous parle bien des véhicules de l'État désormais assujettis au paiement de la TVM. Oui, c'est une information qui m'a fait sourire hier quand j'ai lu ça. Sourire. Oui, ça m'a fait sourire parce que je dis, mais si les véhicules de l'État sont assujettis à la TVM qui paye, c'est l'État Mais qui c'est paye. l'État qui paie. Donc l'argent quitte la caisse de l'État et retourne dans la caisse de l'État. Donc cette manière de dire aux citoyens que vous devez payer la TVM, je crois que c'est un peu bancal dans une certaine mesure. Aux citoyens Oui. ou Aux citoyens. aux citoyens? Parce que c'est les citoyens qui payent la TVM et Oui. il y a des grincements dedans, des dénonciations dans une Oui, certaine mais mesure. on estime, voilà, certains estiment que oui, certains véhicules ne paieraient pas la TVM, notamment ceux administratifs. Bon, maintenant, on dit que l'État aussi, les véhicules de l'État sont assujettis à la TVM. Vous comprenez, tout simplement, c'est pour dire aux citoyens, écoutez, même l'État paye la TVM pour ces véhicules, donc allez payer. Moi, je crois qu'il faut peut-être chercher autre chose. Parce que moi, j'ai souri, j'ai dit, mais l'argent pour payer la TVM, qui sort ça de là? En tout ça sort de quelle poche? Ça sort des caisses de l'État. Et ça retourne dans les caisses de l'État. Donc, on fait juste un jeu. On sort l'argent, on retourne à sa place, dans une certaine mesure. En tout cas, il y a un quotidien qui donne justement des détails par rapport aux modalités de paiement. Je ne sais plus à la une de quel quotidien c'est écrit. Il va falloir peut-être justement, même au travers de l'apparition de ce matin du révélateur du jour, peut-être aller dans les colonnes pour voir s'il n'y a pas de détails. Non, j'ai lu le communiqué, j'ai lu Voilà. le message, j'ai lu le message. Il y a les modalités qui sont fixées, mais l'argent, c'est que mon problème, c'est que l'argent ne sort pas de la poche des ministres nommés ou des députés, ou des directeurs de cabinet, Des cadres. des cadres en réalité. C'est sur le budget des ministères que l'argent sera dégagé et qui retournera encore dans les caisses du trésor public, donc dans une certaine mesure, oui, ben, de toute façon, je crois que les citoyens doivent davantage serrer les ceintures et aller payer la TVM. Si vous avez les moyens d'acheter une voiture, c'est tellement que vous devez pouvoir vous donner les moyens de payer la TVM. Parce que oui, cette taxe répond bien à des exigences précises dans une certaine mesure. Et c'est compte tenu d'un certain nombre de choses que cette taxe a été prévue. Donc il faut payer tout simplement. J'espère que vous avez déjà payé la vôtre. Bon, je n'ai pas encore payé. Dès que ma voiture sortira du garage, je vais payer. Je dois payer de toute façon. Je ne vais pas payer TVM pour une voiture qui est au garage. Qui est au garage. Maintenant. N'est-ce pas? Ouais. Allez, on va poursuivre Laurent Roland Toninquès avec l'emblème du jour à présent qui écrit « Avec les nouvelles réformes électorales, au travail, les partis politiques ». Oui, je l'ai dit, les décisions de la Cour sont sans recours. Et dès lors que les décisions de la Cour sont sans recours, dès lors que la Cour constitutionnelle sort une décision concernant une situation donnée, dans une certaine mesure, c'est que le débat n'est plus à polémique. En toi, il n'est plus le moment de polémiquer. Il faut aller au travail. Et je crois que dans une certaine mesure, de l'un dans l'autre, que ce soit du côté de la mouvance, que ce soit du côté de l'opposition, tout le monde maintenant doit aller sur le terrain travailler. Le plus important maintenant, c'est de travailler, c'est de travailler à convaincre davantage les citoyens, de travailler à convaincre les électeurs pour qu'en 2026, celui que le peuple décidera, en toi jugera bon pour conduire, pour diriger le Bénin de 2026 à 31, en 2031, que ce peuple décide, que ce soit que le peuple décide ceux qui seront véritablement les députés de 2026, les maires ou les conseillers communaux. Donc, plus de polémique. Je pense que même l'opposition qui n'est pas d'accord avec le code électoral n'a d'autre moyen que d'aller sur le terrain, dans une certaine mesure. Et puis, je le dis toujours, quand on regarde le taux de participation des différentes élections de 2019, 2020, 2021 et 2023, il y a du travail sur le terrain. Il y a du travail sur le terrain. Je prends seulement la dernière élection, les élections législatives de janvier 2023. Sur plus de 6 millions inscrits, on a eu 2 500 000 votants. Cela suppose que quoi? Il y a eu 37% de taux de participation. Alors, sur les 100%, il reste 63% pratiquement. Où sont ces personnes? Que faire pour aller convaincre ces personnes? Mais 2023 à 2026,
il y a encore ce que nous allons appeler les néo-votants. C'est les jeunes qui avaient peut-être, les jeunes qui avaient en 2000, comment vous appelez, 23, 15 ans, en 2026, aura 18 ans. Et donc, il y a nécessité de travailler à le convaincre. Celui qui a 16 ans cette année aura 18 ans en 2026. Et donc, l'un dans l'autre, il y a pratiquement 4 millions d'électeurs à les convaincre déjà, les indécis de 2023 et ceux qui ont fait abstention et qui ne sont pas allés voter. Mais après ça, il y a ceux-là qui sont devenus les néo-votants. Et Dieu seul sait combien sont-ils ces jeunes qui rentrent maintenant dans la base de données des votants. Donc, il faut aller sur le terrain travailler plutôt que de continuer à polémiquer sur le lait renversé. Le lait renversé, c'est on ne ramasse pas un lait renversé dans du sable, ce n'est pas possible. Donc, il faut impérativement aller au travail, impérativement aller convaincre les citoyens avec des projets de société, pas des discours. Pour critiquer ou peindre en noir tout ce que fait Patrice Talon, qu'on le veuille ou pas, on peut ne pas être d'accord avec le système Talon, mais on peut être d'accord avec lui sur un certain nombre de choses. Je ne dis pas qu'il faut le présenter comme un demi-dieu, mais oui, c'est un homme, il est perfectible. Mais tout ce qu'il a fait, tout n'est pas pour autant mauvais, dans une certaine mesure. Donc, le discours devrait être, si nous sommes là, nous ferons mieux. Voilà ce qu'ils ont fait. Oui, nous apprécions à sa juste valeur, mais nous pensons qu'on pourrait aller mieux, faire mieux. Parce que, je le dis l'un dans l'autre, les gens diront, oui, vous t'assurons surtout quand vous appréciez les efforts de Patrice Talon, les gens pensent que oui, vous virez. Non, c'est pas ça. Moi, je suis dans une certaine objectivité, dans une certaine mesure, pour dire, le peu qu'il a fait dans une certaine mesure, il faut savoir apprécier ça, même si on veut le dénoncer. Maintenant, après ça, quand vous le dénoncez, il faut faire des propositions. Dis au peuple, si nous venons, par exemple, nous voulons ramener la prise en charge de la dialyse. C'est une proposition. C'est une proposition, pareil. Si nous venons, par exemple, nous ramenons la scolarité gratuite au niveau du secondaire et du primaire, c'est une proposition. Si nous venons, par exemple, nous allons supprimer tant ou nous allons réduire les taxes, ou bien nous allons augmenter les salaires, chaque année ou bien tous les 2 ans, nous allons augmenter. Vous nous préciserez justement d'où vous tirerez les fonds pour faire tout ça. Voilà, donc nous allons augmenter les salaires de tous les 2 ans. C'est des choses. De tous les journalistes. Non, mais journalistes, pardon, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver parce que autant qu'ils sont acteurs politiques, ils n'ont jamais intérêt à ce que les journalistes se sentent heureux. Ils ont toujours intérêt à ce que les journalistes soient dans la précarité. De sorte à pouvoir les instrumentaliser. Voilà, pour qu'on instrumentalise quelques-uns parmi eux avec quelques centaines de mille et qui seront prêts même à renier leurs propres frais dans la corporation dans cette mesure. Ça, c'est une parenthèse. Je crois que chacun connaît sa mission, chacun l'accomplit avec les moyens dont il dispose dans une certaine mesure. On va continuer à faire le nôtre. Donc, pour dire quoi? Dans une certaine mesure, oui, voilà ce que les gens doivent faire. Et puis, le système en place doit, peut-être dans un discours aussi, dire, nous avons fait quelque chose. Mais celui qui semble être, ou bien qui est pressenti pour être le défunt, doit pouvoir avoir le mot juste pour dire, oui, nous avons fait ci, nous-mêmes nous reconnaissons que c'est mal fait, nous allons améliorer. Donc, je crois que c'est le discours qui doit prévaloir maintenant. Et donc, laissons le débat du code électoral, le lait renversé. Passons à autre chose, alors sur le terrain convaincre les électeurs. Passons à autre chose, alors que au niveau de l'UPR, on se félicite de la validation de ce code électoral par la Cour constitutionnelle, qu'au niveau du BR, par exemple, eh bien, on s'en félicite aussi, et surtout on prend des engagements pour justement travailler sur le terrain à pouvoir répondre à toutes les exigences du dit code, alors qu'au niveau des démocrates, eh bien, on s'indigne, on appelle le peuple justement à être vigilant. Au niveau de RN notamment, la présidente Claudine Afchabi-Prudencio invite à la culture de la paix et à la réconciliation. Alors, la culture de la réconciliation. Oui, UP, le renouveau et BR ne diront pas autre chose. La loi qui a été votée, le code électoral modifié, c'est la loi Akhenaton qui est de l'Union progressiste du renouveau. Donc, le UP, le renouveau... Président du groupe parlementaire UPR. Voilà, et donc, quand il déposait ça, il y avait déjà 60 signataires. Donc, dans une certaine mesure, ne soyez pas... surpris, c'est ça? Non, pas surpris. En fait, ce n'est pas un événement que de voir l'Union progressiste du renouveau se féliciter de la décision rendue par la Cour constitutionnelle. Et le BR également, parce que l'un dans l'autre, on dira les frères siamois ou dans une certaine mesure, même si parfois ils ont tendance à envoyer l'autre de force vers l'opposition, le BR vers l'opposition, dans une certaine mesure. Mais les démocrates sont aussi dans leur rôle parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, ça fait la pluralité des expressions dans une démocratie. Chacun est libre de ce qu'il dit, sans diffamer, sans insulter, sans aller dans la discourtoisie dans une certaine mesure. Oui, c'est de bonne guerre. Maintenant, comme je l'ai dit, je crois que
l'UP et le BR le font bien, le disant, il faut aller sur le terrain. Ouais. J'insiste Il là-dessus. faut travailler à répondre aux exigences. Ils auront pratiquement 5 millions, autour de 5 millions d'électeurs à les convaincre en dehors de ceux qui ont pu voter en 2023. Donc, c'est le travail véritable, c'est sur le terrain. Et quand je prends la position du Parti Renaissance Nationale, oui, c'est la meilleure posture. Dans une certaine mesure, tout le monde crie. Le Parti Moi-même dit qu'eux, ils prennent acte de la décision de la Cour constitutionnelle. Le Parti Renaissance Nationale vient jouer, en fait, un peu comme la médiation ou bien l'élément conciliateur pour dire, mais écoutez, au-delà de tout, préservons la paix, au-delà de tout le dialogue. Je crois que c'est de ça que nous avons besoin en ces moments de crise politique, de crise de confiance, de méfiance à la limite dans une certaine mesure. Oui, il faut quelqu'un qui porte la voix de la paix, qui porte la voix de l'unification, qui porte la voix de la tolérance, de la compréhension mutuelle, dans une certaine mesure de la solidarité, de la fraternité. Donc oui, RN joue ce rôle, oui, chaque parti doit se découvrir une mission dans ce qui se passe là pour que 2026, ce virage, soit en tout cas traversé avec beaucoup de sérénité. Et dans le même temps, eh bien, des OSC se sont découvertes organisations, donc une autre mission, celle de demander au chef de l'État, Patrice Talon, eh bien, de solliciter une deuxième lecture. Bon, à leur place, je ne rêverais pas. Non, je ne rêve pas, moi, de toute façon. En tout cas, face à certaines situations... C'est Dynamisme Info qui en parle, notamment, hein, pour la régie. Face à certaines situations, moi, Laurent Tonenquès, je ne rêve pas. Okay. Et je pense que les gens doivent pouvoir cesser de rêver. Cesser de voir le miracle dans une certaine mesure. Parce que, vous savez, quand vous suivez le processus, ce qui s'est passé, avec la révision du code, la relecture du code électoral, les débats qui ont eu cours, dans une certaine mesure, les actes qui ont été posés par les uns et les autres, il faut rêver vraiment fou que de penser que le chef de l'État perdra son temps à dire, aller relire le code électoral. Mais écoutez, ça arrange le pouvoir en place dans une certaine mesure. Si ça n'arrange pas, je vois autant de communication autour de ce code électoral, autant d'actions sur ce code électoral, autant d'arguments pour convaincre sur ce code électoral. Et vous pensez que dans cette posture, Patrice Talon va dans une certaine solliciter une deuxième je ne rêve pas. Lecture, c'est pas évident. Je le dis, j'insiste là-dessus. Le plus important, allons sur le terrain. Acteurs politiques, allez sur le terrain. Allons travailler. Société civile, si vous n'êtes pas d'accord avec le régime Patrice Talon, trouvez les mots justes pour convaincre les citoyens sur le terrain pour qu'ils votent contre le dauphin éventuel de Patrice Talon en 2026. C'est tout simple. Le problème est réglé. Le problème est réglé, c'est pas autre débat. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de rêve à avoir. Aussi fou que ce soit ce rêve, ce n'est pas évident que ça s'accomplisse dans une certaine mesure parce que les autres ont adopté une posture et ils ne veulent pas reculer. Ils ont, quand vous regardez un peu, tels qu'ils sont satisfaits, tels que les éléments de la mouvance présidentielle sont satisfaits, tels que les cadres de la mouvance présidentielle ont fait le débat. Donc vous voulez que le chef vienne remettre en cause tout ce que ces éléments ont fait, sachant que l'initiateur, peut-être déguisé aussi, de ce code électoral peut être lui-même. Je dis, sachant que... Évidemment, puisqu'on a quand même vu lors de cette rencontre tenue avec les groupes parlementaires, le chef de l'État a été totalement clair vis-à-vis du parti les démocrates. Le nombre de réunions qui ont précédé le vote de ce code électoral avec le chef de l'État. Bon, je crois que la société civile, à défaut de ne pas rester silencieuse depuis 2016, comme on a pu le constater dans une certaine mesure, ils font l'effort de se donner de la voix pour dire... On a beaucoup dit ces derniers temps qu'on ne l'entend plus. Oui, donc c'est une manière de dire, oui, nous sommes là. Se donner quoi. Nous sommes là. Mais si nous sommes là, c'est pas... S'ils sont là, en fait, ce n'est pas de cette manière qu'il faut procéder. Qu'il faut signaler sa présence. Ils savent bien, leur âme et conscience, que ce qu'ils demandent là ne se fera pas. Bon, maintenant, Patrice Talon peut nous surprendre. Ben oui, on ne sait jamais. Ça peut être le miracle du siècle. C'est miracle du siècle? Oui. Vous n'y croyez pas du tout? Moi, je n'y crois pas du tout. Allez, je suis formé là-dessus. Mais je dis, Patrice Talon peut nous faire le miracle du siècle. Et demander une deuxième lecture et de changer corriger certaines ça va être pour moi le miracle afin de contenter un peu plus l'opposition et les OSC. Je dis,
bon, je suis croyant. C'est possible. Je suis croyant, donc je crois au miracle. Sur Donc le je même crois sujet. à ce miracle du siècle. Sur le même sujet. Ça peut arriver. D'accord. Sur le même sujet, nouveau code électoral validé par la Cour, tous les partis sauf les favoris, définitivement des coquilles vides. C'est une exclamation. Oui, écoutez, c'est en cela que moi je suis pas d'accord dans cette mesure avec certaines formations qui n'ont pas une position assez tranchée par rapport à ce code. Vous savez, le code en l'état tel qu'il est donne carte blanche aux partis, les démocrates, de présenter dans une certaine mesure, Justement. si les 28 sont soudés jusqu'en 2026, Oui. d'avoir un candidat pour la Oui. présidentielle. Oui. Ils ont procédé le renouveau, le BR, dans une certaine mesure. De toute façon, l'opposition aura un candidat. De toute façon, même si ce n'est pas au niveau des démocrates, l'opposition aura un candidat Voilà. pour la présidentielle de 2026. Pour les présidentielles, c'est acquis. Pour les législatives et les communales, il y a la question de 20% dans les circonscriptions électorales. Ce qui, sur papier, déjà, clairement, est difficile pour certaines toutes les formations politiques, d'ailleurs. Pour non. toutes. Pour toutes. Aucune. Attendez, je vais vous expliquer. Oui. Il y a des formations politiques qui trouveront le moyen d'avoir les 20% dans certaines institutions. Oui, donc, qui auront les moyens. Mais c'est difficile pour toutes les formations. Non, Ahmed Arikwa, non. Regardons les chiffres des dernières élections législatives. Oui. Déjà, il y a des partis qui sont en avance. L'UP, le renouveau est en avance. Évidemment. Le BR est en avance. Évidemment. Le Parti des démocrates est en avance. Évidemment. Maintenant, c'est de ça que je parle pour dire au moins ces partis-là ont une certaine avance dans une certaine mesure. Ce n'est pas acquis, mais plus ou moins, il y a une certaine avance par rapport à d'autres. Par rapport à d'autres. Voilà. Maintenant, les autres, en fait, c'est de ça que je parle. Parce que quand il parle de coquilles vides dans ces... pour les autres qui ne sont pas des favoris. C'est à eux maintenant de se battre pour ne pas être des coquilles vides en 2026. Pourquoi? Parce que la question des 20% dans les circonscriptions électorales pour avoir un siège dans une certaine mesure, pour les législatives dans une certaine mesure, ça va être difficile. Et l'accord de gouvernance dont on parle, dans quelle mesure ces formations pourraient-ils arriver même à avoir 10% dans certaines circonscriptions électorales pour espérer avoir... déjà 10% au plan national. C'est difficile déjà. Déjà, voilà. Et après maintenant, 20% dans les circonscriptions. Et donc, pour avoir l'accord de gouvernance dans une localité, il va falloir au moins que ces partis-là aient 10% pour se joindre à deux partis qui ont 10% pour avoir les 20% pour l'accord de gouvernance. Donc, du coup, il y a énormément de travail à faire sur le terrain. Le travail ne se fera pas à Cotonou. Le travail ne se fera pas à la une des journaux. À Calavi ou... le travail ne se fera pas à la une des journaux, présence constante. Ou sur les réseaux sociaux. Ou sur les réseaux sociaux, présence constante à la une des journaux, des unes des journaux, ou bien des réseaux sociaux. Non, le travail se fera sur le terrain. Qu'est-ce que vous proposez aux électeurs? Comment est-ce que vous voulez établir vos listes de candidatures? C'est en cela que les gens, toutes les formations, en dehors des trois autres qui ont une certaine avance, doivent se battre. Et puis, dans cette situation, si les gens restent là, à jouer peut-être une position mitigée, mais figure raison, ils se retrouveront dans une situation où ils n'existeront plus à partir de 2026. Parce que les élections de 2026 marquent en réalité un tournant décisif dans la pérennisation, dans l'existence des formations politiques qui sont là aujourd'hui. Donc, l'UP, le renouveau, peut arriver à sortir la tête de l'eau, le BR également, le Parti des démocrates, mais d'autres formations doivent pouvoir travailler. Les formations qui ne réussiront pas à sortir la tête de l'eau en 2026, vous allez constater que jusqu'en 2031, ce sera leur mort programmée. De toute façon, leur mort totale dans une certaine mesure. Donc, j'estime que les gens doivent pouvoir travailler sur le terrain. C'est très important. Allez, et sur le même sujet, peut-être pour finir, inévitable frustration due au code électoral, ceci entraînant cela, les bus de l'opposition ouverts pour accueillir les déçus de la mouvance. Les bus ou les bras? Les bras, les bras. Mais bon, les bus aussi, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, oui. Donc, les bus pour transporter les électeurs quand on ne veut pas à coup, pour empêcher définitivement Gbadambassi d'être réélu. Pourquoi pas? Les bras de l'opposition ouverts pour accueillir les déçus de la mouvance. Non, je crois que oui, dans la mouvance aujourd'hui, il y a des déçus, plus ou moins. Même si certains déçus ont du mal à se prononcer parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas le faire, en tout cas avant 2026. Le faire, c'est signer sa mort. Sa mort? Ah oui, politique. Et puis... D'accord. Faites bien de préciser. Politique. Quand je dis mort, politique, oui, voilà. Parce que les cadavres peuvent sortir des placards à tout moment. Donc, il vaut mieux
se taire et se résigner, en tout cas. OK. Supporter et subir. Dans cette mesure. Mais de toute façon, il y a des gens qui sont Est-ce que vous pensez que oui, il pourrait y avoir des déçus de la mouvance qui se le code retourneraient électoral, vers, avec le code vers électoral, l'opposition, voilà. avec le code électoral, les députés de la mouvance sont en train de régler le problème en réalité. Parce qu'il était bien clair que, d'ailleurs même, avant même que le code soit voté, avant même la révision de la Constitution qui a échoué, il y a bien des députés qui ont commencé par donner de la voix. Oui, il y a des gens qui, dans les coulisses, se constituent pour se donner certaines libertés. Oui, mais il y a même dans les coulisses certains qui ont commencé par avoir un air de rébellion pour pouvoir démissionner pratiquement de leur formation politique. Je ne trahis aucun secret en le disant. Ils savent au fond d'eux qu'au sein d'eux, il y a des gens qui étaient prêts à casser la porte. Mais dans une certaine mesure, quand on vient dire que, par exemple, les députés ne peuvent pas aller parrainer autres candidats. Mais là, on parle seulement du parrainage. Mais écoutez, est-ce que... c'est très important. Oui. Ce que vous ne savez pas, le parrainage donnait assez de pouvoir aux élus. Oui, mais quand on dit que certains mouvanciers pourraient se retrouver du côté de l'opposition, du fait de, mais il y aura... ce code électoral, quand on laisse, le point relatif au parrainage, alors ça concerne les députés, les maires, mais quand on est un simple cadre d'une formation politique et que l'on n'est pas d'accord avec... quand on est cadre, on est frustré, par exemple, du fait de ce code électoral. Il n'y a pas que les cadres, il y a les élus aussi qui sont déçus et qui, juste en démissionnant pour aller de l'autre côté. Qu'est-ce qui les empêche d'aller de l'autre côté? Ah non, vous blaguez en tout cas avec le chef dans une certaine mesure, ils savent. Mais là, ce n'est pas le code qui interdit en tout cas. Attention, attention. De toute façon, il y a des cadres, il y a des cadres, il y a des cadres. De quoi aurait-il peur? Il y a des cadres ou de qui? Juste le simple démissionner de donner de la voix et ça peut donner en tout cas un peu de force aux démocrates dans une certaine mesure. Et d'abord, c'est une période de repositionnement. Vous allez voir beaucoup d'acteurs se mettre dans la situation de vouloir se repositionner. Et donc, ce n'est pas évident qu'on ait des défections dans une certaine mesure. Donc, le problème est réglé au niveau des élus, des députés et autres, là, qui ne peuvent pas aller parrainer notre candidat. Mais au niveau des cadres, le problème reste entier. Il se peut que d'ici là, des gens décident de quitter la mouvance présidentielle pour rejoindre l'opposition. Mais je leur dis au passage, si vous êtes sûr que vous avez géré l'argent de l'État, il y a eu 5 francs quelque part, prenez du recul. Et si vous voulez rester là pour vos enfants, pour le moment, attendez d'abord. Parce que dès lors que vous gérez même 5 francs de l'argent de l'État, à tout moment, on peut vous trouver un cadavre dans un placard. Allez, on a également vu dans la presse le porte-parole du gouvernement donner de la voix par rapport à ce fait d'actualité. L'événement du jour écrit ce matin, Wilfried Onguedi, suite à la validation du code électoral modifié, la Cour a dit le droit. Cette loi structure autrement la scène partisane. Je crois que la formulation du titre par en tout cas... L'événement du jour, c'est ça? L'événement du jour me convainc là, parce que le titre est bien. La Cour constitutionnelle a dit le droit. Selon Wilfried Léon. Oui, c'est ça, ce sont les propos de Wilfried Léon. Voilà, ça veut dire quoi? De sa position, la Cour a dit le droit. De la position d'autres personnes... La Cour a dit le non-droit, c'est ça? Oui, mais chacun est libre de la République pour apprécier. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec l'événement du jour ce matin. Je leur dis vraiment félicitations pour avoir précisé ça, selon Wilfried Onguedi, parce que c'est de sa position que lui, il apprécie. D'autres personnes de leur position aussi apprécieront. Et donc, peut-être si moi, je donne mon appréciation, ce serait selon Laurent Roland Anthony. Si vous donnez votre appréciation, même si vous ne voulez pas pour autant donner une appréciation clairement affichée, c'est que ce sera selon vous dans une certaine mesure. Donc, oui, chacun donne son appréciation selon sa position. À nous aller, je dis, le code est voté, le lait est renversé. Passons à autre chose. On passe effectivement à un autre sujet à présent avec la loupe. C'est plutôt une bonne nouvelle. Laurent Roland Anthony, on en a d'ailleurs parlé plus d'une fois par ici. Revalorisation des salaires au Bénin, les agents des collectivités territoriales décentralisées, enfin pris en compte. Oui, c'est une bonne nouvelle. On en a parlé vendredi. Je crois que oui, c'est bien de prendre en compte les agents de l'administration territoriale parce que, comme je l'ai dit,
nous allons tous sur le même marché. Même si nous, au niveau du privé, on n'a pas encore ressenti pour autant, même si l'État n'a pas la possibilité de jouer les gendarmes derrière les employeurs du privé pour leur donner, pour leur exiger de nous augmenter les salaires dans une certaine mesure, au moins ça peut venir avec le temps. C'est une prière, une doléance. Mais du côté de l'administration territoriale, oui, c'était une injustice sociale qui est enfin corrigée. Bonne nouvelle. Merci au ministre Akotayon. Maintenant, les mairies n'ont qu'à mettre en pratique cette disposition pour faire bénéficier aux agents des collectivités territoriales. Oui, décentralisées. Oui, cette augmentation du point d'indice de 3% dans une certaine mesure. Je crois que normalement... Pris en compte pour le 1er décembre 2022 déjà. Justement, c'est très important. Il s'agit de maintenant de faire... à partir du 1er janvier 2023. Voilà, donc, il s'agit de faire un rappel. Un rappel, voilà. Des rappels, parce qu'il y aura un rappel pour le point indiciaire, un rappel également pour les sursalaires. C'est aussi donc, ça. Si vous avez des amis qui sont voilà, dans l'administration des collectivités territoriales et décentralisées, c'est le moment de renouer les liens, peut-être si les liens... Non, vous voulez... Non, c'est aussi ça, la presse. Vous voyez... C'est le moment de commencer la manière dont les appeler. C'est aussi ça, la presse. Juste un petit bonjour. Non, vous voyez comment nous avons abordé ce sujet, comment nous avons dénoncé sur ce plateau. Voilà. Les journalistes, nous faisons. Mais qui nous fait? Nous sommes les oubliés de la République parfois. Plus de fonds d'aide à la presse, plus de financement. Pas de fonds d'aide non plus, mais bon, plus d'aide de l'État à la presse privée. Oui. Ça n'a jamais eu de fonds d'aide. Voilà, donc on n'a plus ça. Et puis après, au-delà de tout, on sait comment vivent les journalistes aujourd'hui. Certains me diront que non. Ou comment vivent, pour être plus clair. Bon, non. Pour être plus clair, comment vivent on fait semblant de vivre. Les journalistes. On essaie de vivre en réalité. Dans cette mesure, pendant qu'on fait... Mais quand vous dites que d'appeler des amis, moi, écoutez, vous savez très bien ma posture par rapport à ça. Parce que c'est au fait de voir un agent d'une collectivité territoriale venir écrire sur un réseau social, sur WhatsApp, à un ami envoyé nous dire pour dire tu sais, le journaliste souffre. La dernière fois, le journaliste Laurent Pénquès est venu chez moi, il était tout malheureux. Tu sais, tu le vois parler comme ça, mais il avait besoin de 10 000 francs. Il souffrait. Moi, j'évite au maximum ça parce que quelqu'un m'utilise pour faire du scoop ou du buzz. C'est ça. Chacun n'a qu'à jouer son rôle dans son coin. Allez, restons chauvins. Intéressons-nous, on va dire, au problème de la corporation. Laurent Roland Tourniquet, élection des représentants des professionnels des médias à la HAC. Les journalistes contre le cadre juridique adopté et exigent l'arrêt du processus. Est-ce que c'est l'arrêt du processus qui règle le problème? Je crois qu'il y a un problème qui est évoqué, notamment par le comité de facilitation cadre de presse, qui estime que oui, une discussion qui dit que ceux qui disposent de la carte CIP, de la carte biométrique, pourraient voter, alors qu'en réalité, il faut la carte de presse nécessairement. Et puis l'autre chose, c'est que la question fondamentale qui alimente les débats, c'est que les élus, ceux qui sont envoyés à la HAC aujourd'hui et qui sont représentants de la presse, ne disposent plus de la carte de presse dans une certaine mesure. Et donc le débat aussi est que ceux qui doivent être candidats doivent disposer de la carte de presse. Mais on oublie qu'ils étaient partis là-bas en disposant de la carte de presse déjà. Et donc une fois qu'ils sont là-bas, en tant que dans une mission politique, il n'est pas évident qu'on leur renouvelle la carte de presse. Mais est-ce qu'en l'état, ça les empêche d'être candidats? Le débat se situe à ce niveau. Maintenant, après ça, je suis formé là-dessus, tout journaliste qui doit voter pour ces élections doit disposer d'une carte de presse. Il n'y a pas de carte biométrique, même si sur sa carte biométrique ou sa carte CIP, c'est biométrique. Journaliste, il faut qu'il ait la carte de presse. Parce que c'est ça parce que quand vous allez dans l'armée, les gens ont aussi leur carte qui les identifie dans une certaine mesure, avec le matricule, une certaine chose. J'estime que oui, chez nous aussi, pour les journalistes, il faut formellement que ceux qui doivent voter disposent de la carte. Maintenant, le débat autour de ceux qui sont déjà là-bas, puisque c'est en leur temps que la loi a été revue, où on peut renouveler le mandat. Avant, c'était un seul mandat, mais là, ça a été revu, maintenant, c'est un mandat renouvelable. Parce qu'ils sont là et c'est renouvelable, pour ça, il faut les jeter de la maison, pour dire non, vous pouvez être candidat. Non, je pense qu'il y a un précédent déjà, une situation qui est posée dans ce fait. Et comment faire maintenant pour que désormais, ceux qui sont... Parce que... Bien qu'étant, on va dire, conseillers en plus,
aussi Pas détenus? pas le donner Ok. la carte. Parce que le problème, c'est que ce que nous semblons dénoncer aujourd'hui pour dire ceux qui sont à la RAC et n'ont plus de cas de presse et donc Donc, on ne peut ne peuvent plus, plus représenter. Mais dans le cas où nous qui les dénonçons, la critiquons, nous là, retrouvons, nous retrouvons là-bas, là-bas. et que nous sommes nous- conseillers et nous finissons notre mandat, mais que et nous nous n'avons plus la carte de souhaitons, presse, nous souhaitons renouveler notre mandat, on fait quoi? Donc, le débat, oui. Les inquiétudes, oui. Les dénonciations, oui. Mais pour l'avenir, si nous étions dans la même posture, on fait quoi? Moi, je pense que le débat ne doit pas être là. Le débat doit être alors quoi faire pour que tous les professionnels des médias qui veulent voter puissent le faire. puissent le faire. Moi, je l'ai dit la dernière fois, je suis fort heureusement pour moi, je suis des deux côtés. Oui, vous êtes chauve-souris. Je ne suis pas chauve-souris. On appelle ça de la polyvalence dans une certaine mesure. Oui, quand ça vous arrange, vous appelez ça de la polyvalence. Non, je ne suis quand pas. ça ne vous arrange pas, je suis oui, journaliste. Vous dites que oui. Tout le monde sait. Écoutez, Ahmed Arekpa. Oui, je vous taquine. C'est pas de la chauve-souris, je vous taquine, évidemment, mais je vous taquine. Oui, tout le monde sait. Donc, apprenez à ne pas répondre à toutes mes taquineries. donc, pour comprendre que oui, travaillons à ce que tous ceux qui sont dans la presse et la carte de presse soient aller voter. Maintenant, le débat de qui est là-bas n'a pas de carte de presse, ne peut plus être candidat, c'est un débat. En tout cas, pour moi, qui ne tient pas dans une certaine mesure, trouvons le mécanisme pour régler alors dès maintenant que dès lors que quelqu'un va à la RAC et il finit son mandat, s'il veut renouveler, il n'a plus besoin de présenter une carte de presse. Sinon, vous allez renvoyer les autres de là et en son temps, vous serez aussi renvoyés. Matin libre pour poursuivre. Togben, zone 4, expropriation de parcelles. Les démocrates au chevet des sinistrés. Oui, je crois que même à la une, là, on voit Tchabi Yahi. Tchabi Yahi et la dame Hélène Olosoumaï, la députée de la 6e circonscription électorale. Bon, elle est députée nationale de toute façon, mais elle a été élue dans la 6e circonscription électorale. Et je crois que Togben est dans la commune d'Abomey-Calavi. Et depuis que nous suivons ce débat sur l'expropriation, les expropriations dans la zone de Togben, on n'a pas pu pour autant vu une réaction de la commune d'Abomey-Calavi. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a eu un. À ma connaissance, étant donné que même je suis dans beaucoup de groupes qui parlent des questions liées à Abomey-Calavi, je n'en ai pas vu. Et donc, il y a un problème. La mairie doit pouvoir monter le créneau et nous donner aussi sa position, sa version dans ce dossier qui agite beaucoup le pays. Et puis après, qu'est-ce que nous faisons maintenant pour aider ces personnes qui sont expropriées, qui sont en difficulté, qui dénoncent un certain nombre de choses? Les discours politiques pour venir justifier que l'État a raison, ça ne manquera pas. Parce que chacun dans une situation tire le drap de son côté pour montrer que c'est lui qui a raison. L'État montrera qu'il a tout fait pour qu'on n'ait pas des mécontents. Les mécontents viendront vous dire que non, mais l'État a fait, mais c'est insignifiant, c'est insuffisant dans une certaine mesure. Et dans ça, c'est la mairie de la commune d'Abomey-Calavi qui doit aussi prendre ses responsabilités parce que c'est eux qui nous dirigent dans la commune d'Abomey-Calavi. Et donc, les premières autorités qui doivent se pencher au chevet de ces sinistrés dans une certaine mesure, c'est la commune d'Abomey-Calavi, qui aussi en son temps, étant un prolongement de l'État central dans une certaine mesure, doit pouvoir aussi mettre dans la balance un certain nombre de faits pour ramener l'État à la raison, si entre-temps la raison n'y était pas. Mais on constate que la mairie est restée assez silencieuse, les députés et les démocrates, et c'est ça le problème qui se pose dans ce qu'on dit là. Quelle est la posture du parti non procès renouveau? Quelle est la posture du parti du bloc républicain? Pourquoi ces deux? Oui, mais c'est les deux qui ont des élus dans la commune aujourd'hui, non? Dans la 6e, c'est les deux. Le BR a un député, les autres ont eu 3 ou je ne sais quoi. En plus, les démocrates. Donc voilà, et donc dans une certaine mesure, eux aussi on attend leur position. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Il se peut, et j'insiste là-dessus, ceux qui sont en position de force aujourd'hui peuvent se retrouver en position de faiblesse demain. Donc, c'est la manière dont nous avons défendu les faibles aujourd'hui qui montre combien les gens seront prêts à vous défendre demain quand vous serez en position de faiblesse. C'est tout mon souci. Allez, on sort. Laurent Roland, Anthony Caisse, direction du Sénégal, présidentielle du 24 mars. La CEDEAO annonce une délégation de 130 observateurs et appelle à la tolérance. Oui, tolérance, préservation de la paix. C'est vrai que beaucoup de choses ont été détruites dans ce pays. Macky Sall qui finalement se découvre les bonnes manières du bon démocrate en accordant, libérant Ousmane Sonko et son candidat, en leur accordant des privilèges, ce genre de choses. C'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire aux acteurs politiques.
le bon timing. Le bon timing. Et c'est très important. Macky Sall aurait pu éviter tout ce qui est arrivé dans son pays en faisant preuve de hauteur d'esprit dans une certaine mesure, en ne voulant pas à tout prix s'accrocher au pouvoir. Et puis, le Sénégal aurait déjà organisé les élections, on aurait passé à une certaine alternance au pouvoir, en tout cas au Sénégal, et le Sénégal maintiendrait le flambeau du pionnier de démocratie en Afrique de l'Ouest, dans une certaine mesure. Mais du fait de la cupidité du pouvoir, malheureusement, voilà où nous en sommes. Et aujourd'hui, parce qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis, il cherche maintenant à rapprocher ceux à qui il a fait mal, Ousmane Sonko et consorts aujourd'hui. C'est peine perdue. Parce que malheureusement, il a perdu assez de temps à faire ce qui est bien. Et j'ai envie de dire, celui donc, parce que c'est la Bible qui le dit, hein, dans Jean chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui savent que ce qu'ils peuvent faire de bien pour le peuple ne le font pas, commettent un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Malheureusement. Non. Vous souhaitez la mort? Pas la mort, quand on dit la mort, ça peut être une mort politique, ça peut être une mort économique, ça peut être une mort financière. Ça peut être une mort de votre système. Vous faites bien de faire la précision. Mais de toute façon aussi, mais le péché aussi, ça vous entraîne vers la mort. La mort clinique, c'est aussi possible. Parce que là, c'est Dieu qui détient votre souffle. Beaucoup allusion à la mort ce matin. Non. Je viens de compter au moins 6 fois. Nous vivons pour vous nous vivons. Nous vivons. Vous savez, beaucoup allusion à la mort. Vous savez, quand je le dis comme ça, je le dis, beaucoup de gens comprennent que dans une certaine mesure, au-delà du plus fort que nous sommes, c'est Dieu qui détient le souffle. C'est ça. Si nous avons la possibilité de pardonner aujourd'hui, pardonnons en même temps, passons à autre chose. Plutôt que d'attendre le dernier moment. Sonko est en train de vivre ça au Sénégal. Macky Sall. Bon, Macky Sall, voilà. Vous avez compris. La Russie, crédité de plus de 87% des suffrages. Vladimir Poutine, largement réélu. Aucune surprise. Voilà. Voilà encore un autre qui pourrait mourir, n'est-ce pas? Qui élimine ses opposants. Qui élimine ses opposants. Mais il ne l'a pas fait. Dites-vous. Alexei Navalny est où? Oui, mais il est décédé. Mais celui qui faisait office d'opposant, après Alexei a reçu 17 coups, 18 coups de marteau au pied. C'est en cela que je ne suis pas d'accord. Quels sont les points que vous détenez par rapport aux propos que vous tenez ce matin, Laurent Roland Tononiquès? De toute façon... Sortez les points, autrement, taisez-vous. De toute façon, la Russie... Oui. 87% quand même. Mais, non, on a vu ça, on a vu ça au Rwanda. On a vu ça au Rwanda, donc c'est même pas loin de nous aussi. Ça peut arriver aussi au Bénin un jour. Un pays qui nous est cher, au Bénin. Oui. Bon, ça peut arriver au Bénin aussi un jour. Ben oui, c'est possible, c'est le jeu démocratique. Si justement, on appelait tout à l'heure, les... Vous parlez du jeu démocratique en Russie? Non. Plus sérieusement, parlez-moi. Vous parlez du jeu démocratique en Russie et au Rwanda? Non, on parle du Bénin. Ah, d'accord. On parle du Bénin. Donc, on appelait tout à l'heure les partis politiques à aller sur le terrain et à travailler. Donc oui, si on fait le travail comme il faut, c'est pas impossible d'obtenir ce score, 87%. C'est possible. Une razzia. Je ne dirais pas voilà, que c'est comme ça, on envoie tous les autres à la retraite, anticipée. Non, plus sérieusement, je pense que Poutine, voilà encore un autre élément qui perturbe au quotidien le monde, qui fait peur. C'est vrai qu'il fait d'autres menaces par rapport à d'autres territoires. Qui fait peur à tout le monde pratiquement. Parce qu'il entend finir, notamment en Europe. Voilà, il entend finir dans les prochains mois avec l'Ukraine et déjà sa prochaine cible est plus ou moins connue. Oui. Donc, oui, voilà un coup. Non, prions pour ce monde, hein, parce qu'avec ce qui se passe avec Poutine, et on parle même de Poutine. Poutine, c'est même mieux. Imaginez l'après Poutine si Dimitri Medvedev prend le pouvoir. Lui, il est prêt pour une guerre mondiale. Donc, c'est en fait... Medvedev qui a déjà été au pouvoir. Voilà, le jeu de Dimitri Medvedev, Poutine, Medvedev. Donc, c'est un grand risque pour l'humanité, hein. Prions que les choses se passent pour le mieux, de toute façon. Parce que Poutine est dans une position où il est calé.
Et ça, je crois que malheureusement, c'est ce qui nous arrive hein, avec le soutien à certains pouvoirs en Afrique. Posons les questions hein, pour la suite. Merci à vous, Laurent, Au revoir. Roland, Antonin Kess. Merci également à tous ceux qui ont suivi cette première partie de l'émission.